Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 4 de la saison 9 de The Walking Dead. C'était un épisode vraiment ouf, hein. Je pense que vous avez vu ma réaction dans ma réaction. D'ailleurs, voilà, une phrase pour rien dire. C'était vraiment intense du début à la fin, c'était émouvant, c'était révoltant, c'était effrayant, il y avait toutes les émotions dans un seul épisode. Et c'est également l'épisode, je trouve, de cette saison, et même depuis de nombreux épisodes, qui est certainement le plus psychologique. Vraiment, on travaille énormément la psychologie des personnages. C'est vrai que depuis ce début de saison 9, c'est un petit peu la caractéristique d'Angela Kang, qui travaille justement le fond des personnages. Et cet épisode 4, on revient vraiment, vraiment à l'origine des personnages, vraiment ce qu'ils sont foncièrement, que ça soit leur caractère, que ça soit leur peur, que ce soit leurs envies, leurs motivations, tout est vraiment traité dans cet épisode. Et c'est traité d'ailleurs d'une telle belle façon qu'on a aussi des références nostalgiques aux premières saisons. On a pas mal de références évidemment au premier épisode de la saison 1, le premier épisode de The Walking Dead, notamment avec Glenn, le fait que Glenn ait sauvé Eric, etc. Mais on a également des références assez marquées à l'épisode 16 de la saison 4, notamment quand on a le passage avec Daryl qui va prendre la main de Rick, quand Rick il dit « Prends ma main mon frère ». À ce moment-là, c'est l'épisode, dans l'épisode 16 de la saison 4, c'est l'épisode où Rick va dire oui, t'es mon frère, et c'est là on voit la relation encore plus se souder qu'avant, vraiment deux personnes qui sont vraiment très très heureuses de se retrouver et qui ont créé des liens très très forts. Et on a également tout ce dont parle un peu Negan, c'est-à-dire ce côté un peu monstrueux des personnages, un petit peu sauvages, et justement qu'on fait ressortir par le biais de Michonne. Michonne qui était quand même le personnage le plus sauvage de la série. Quand on l'a connu, c'était l'électron libre, c'était la nana, elle arrivait avec sa cape et tout, ses deux rôdeurs, voilà, qui allait couper les bras, machin et tout. Comme elle le disait d'ailleurs, elle le dit d'ailleurs dans cet épisode-là, elle a longtemps pas été elle-même. Et c'est dans ce même épisode que Carl est effrayé de la nature de son père quand il voit que son père, justement, qui avait quand même mordu une carotide quelque temps auparavant, il est effrayé de voir comment les gens changent, que même lui-même il est en train de changer. Il se dit oui mais mon père en fait il croit que je suis quelqu'un d'autre, je suis pas du tout comme il pense. Et c'est vraiment intéressant parce que cet épisode 4 est un parallèle justement au premier épisode de la série, mais cet épisode 16 de la saison 4. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on prend des meilleurs passages, des meilleurs épisodes, et on arrive à retrouver ça dans les épisodes de la saison 9 et en faire quelque chose d'intéressant. On va commencer par les personnages qui ont des intrigues plutôt courtes dans cet épisode. On va commencer par Gabriel. Gabriel qui se retrouve donc confronté à Anne. Anne qui apparemment a pas plus saine d'esprit qu'avant, hein. En fait, elle a été tellement déçue par la réaction des communautés, le fait de l'avoir accusée d'avoir tué les Saviors, etc., le fait que personne n'ait confiance en elle. Finalement, elle est retournée à son état de base, elle a fait clairement un rétropédalage, ce qui n'est évidemment pas de bon augure pour Gabriel, hein. Il est dans une situation un petit peu inconfortable. Et on remarque que c'est quand même le rôdeur qu'elle met sur le chariot. Elle a utilisé un procédé assez similaire pour Negan, pour se venger de Negan. Elle a utilisé un rôdeur contre Rick aussi, et là elle utilise encore un rôdeur contre Gabriel. Donc il y a très certainement quelque chose qui est lié à cela. On a même l'impression en fait qu'elle veut transformer Gabriel. Enfin c'est un petit peu bizarre en fait, ça a pas trop de sens. Et finalement même sans l'impression que jadis est redevenu totalement comme avant, finalement c'est pas le cas, puisque les mots de Gabriel vont la toucher, et ces mots ce sont: j'ai pas changé tout seul, c'est pas arrivé comme ça en une seconde, ce sont les gens qui m'ont fait changer, c'est les gens qui m'ont fait évoluer. Et pour le coup, ce qui essaie de lui faire comprendre, c'est qu'elle est peut-être pas restée assez longtemps avec les autres pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être intégrée à tout le monde et ainsi changer. Anne va donc le laisser en vie, ce qui prouve qu'elle a réellement des sentiments pour lui et qu'elle a une part quand même assez saine, hein, dans sa tête, heureusement, mais elle va quand même le laisser tomber, à savoir est-ce qu'elle est vraiment déjà partie. Alors on voit des jerrycans d'essence avec les fameux logos qu'a l'hélicoptère. Alors c'est possible que l'hélicoptère soit déjà passé et donc qu'elle soit partie, en tout cas elle a laissé une lettre d'adieu, donc ça veut dire que dans tous les cas elle est plus là en ce moment même. Mais je pense quand même qu'elle est pas très loin, puisque comme je disais dans ma réaction, il y a une scène qu'on n'a pas vue, qui était dans le trailer de la saison 9 et qu'on n'a toujours pas vue, c'est la scène où Jadis a l'air un petit peu paniquée et appelle l'hélicoptère. Enfin, on la voit en train de parler au talkie-walkie, il y a l'hélicoptère au-dessus. Donc là, ça peut laisser évidemment la porte ouverte à pas mal de spéculations, et ça on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a justement pas mal de choses à dire par rapport à ça. À peine rentrée à la colline, Maggie veut déjà s'en aller pour aller voir Negan. Alors elle est rentrée, hop, ça y est, elle est repartie, sauf qu'elle repart avec un pied de biche, donc on voit que c'est pas du tout pour prendre un petit thé avec Negan.
sans que ça va pas être une partie de plaisir. Maggie qui revient et qui se fait choper par Jesus qui a vraiment un rôle de moralisateur pas possible et c'en est même fatigant. À la limite on sait très bien qu'il est dans le juste, mais le truc qui m'a énervé, comme j'ai dit dans ma réaction, c'est vous faites croire que Jesus à la fin de la saison 8 il est avec Daryl et Maggie pour contrer et faire des problèmes à Rick et Michonne, que vraiment le mec il a vraiment des bonnes raisons de le faire avec son regard noir et tout. Waouh, le mec il a vrillé total, de ce qui avait déjà pas du tout de sens à ce moment-là, et au final vous assumez pas le choix en faisant comprendre que bah non mais en fait si j'étais contre Rick et Michonne c'est parce que de toute façon c'était pas à Rick de décider si Negan allait mourir ou pas, normalement c'est une décision collective etc. Enfin après bon, les gens si vous voulez buter Negan ils pouvaient le faire, je veux dire Rick il est tout seul, si demain tout le monde décide que non ils butent tous Negan, bon voilà, donc au bout d'un moment c'est qu'il y a certaines personnes qui sont pas d'accord mais que la majorité est plutôt d'accord, sauf que ceux qui sont pas d'accord en l'occurrence ce sont les proches de Rick, c'est là où il y a un conflit d'intérêt. Mais du coup voilà, revenir en arrière, oh bah non finalement c'est pas vraiment que j'étais avec vous, c'est juste que voilà j'étais pas d'accord avec lui, mais finalement Maggie si tu fais exactement la même chose que Rick, à savoir ne pas écouter les autres et prendre tes décisions toute seule, bah moi ça m'intéresse pas, donc voilà je suis pas d'accord avec toi. Sauf qu'il va jamais plus loin que ça, il va même pas aller la suivre ou quoi que ce soit, donc à part parler, il dit juste très clairement il sert pas à grand chose, ce que je trouve dommage, parce que dans le comics le mec il a quand même un sacré caractère, il sort 2-3 punchlines machin, en plus le mec il est super fort, tu vois sur tous les combats et tout, le mec il est tout le temps à la colline, on sait pas ce qu'il fait, et puis à part sortir ah bah non ça c'est pas bien, ça c'est pas gentil, quoi il sert pour le moment. On a vu que Maggie à un moment donné est passée à côté des rôdeurs qui ont éliminé Rick et Daryl, alors à ce moment là je me suis dit peut-être que Maggie va sauver Rick, quelque chose comme ça, sauf que dans le trailer de l'épisode d'après on la voit à Alexandria, donc elle a bien été à Alexandria. D'ailleurs je me suis posé une question, c'est pourquoi elle y va avec Diane? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, elle va se retrouver confrontée à Michonne, et là, peut-être qu'elle va se retrouver certainement confrontée à Negan, et là, ce serait vraiment très très intéressant. Mais on se dit que pendant que Rick a des ennuis au pont, Maggie et Michonne vont être à Alexandria, donc elles seront pas présentes quand tout ça va se passer, donc ça pose quand même énormément de questions. Alors, on a un dialogue avec Rick et Carol qui était vraiment émouvant, et d'ailleurs, on le voit dans la réaction, j'étais un peu prise au trip, parce qu'en fait, on a Carol qui admet qu'en fait, elle est lasse en fait d'avoir essayé avec les Saviors, que techniquement tout le monde s'attend à ce que ça marche pas et qu'ils essayent quand même, enfin elle en tout cas, contrairement à Daryl et Maggie qui faisaient assez peu d'efforts, Carol faisait énormément d'efforts malgré tout ce qui s'est passé, surtout qu'on se souvient que Carol avait quand même pris pas mal de balles dans le corps, donc voilà, c'est une des personnes qui peut techniquement plus en vouloir aux Saviors, et pourtant c'est une de celles qui a fait le plus d'efforts. Le problème c'est qu'à un moment donné, à force de leur donner des chances et qu'il y ait un tas de complications qui viennent et qui ravivent justement la haine qu'ont les Saviors envers les autres communautés, ça gâche tout le travail qui a été fait jusqu'ici, et donc Carol en a marre. Carol abandonne, ce qui fait que Rick ne peut plus compter sur encore une alliée de plus. Alors déjà il sait que Maggie, bon c'est compliqué, mais il croit que c'est dans la poche parce que Michonne lui a parlé, mais bon c'est pas certain. Daryl il lui a parlé, mais bon pas certain, et puis maintenant Carol qui abandonne, ça devient assez compliqué, surtout que il était dans l'optique à ce que Carol soit la personne qui soit la plus proche de son credo, qui soit la personne qui puisse être son bras droit en fait. C'est celle qui valide les dires de Rick, hein, comme elle dit, toute vie est précieuse, etc. Voilà, elle est complètement dans ce même état d'esprit, mais au bout d'un moment, trop c'est trop, et le seul autre allié qui peut avoir Rick, c'est Michonne, mais Michonne d'Alexandria, et elle a des tas de choses à faire, donc on a ce moment Carol qui dit je suis désolée, j'ai vraiment essayé, et après elle dit bon quand même, j'essaie toujours de trouver des solutions, histoire de donner un petit peu d'espoir à Rick, mais on le voit totalement désabusé, et ça fait vraiment mal au cœur. On en revient à une partie intéressante, Michonne qui était un personnage qui était effacé parce qu'en fait toutes ces intrigues étaient imbriquées dans les intrigues de Rick, c'est-à-dire qu'il y avait toujours Rick par-ci, Rick par-là, c'était rarement des intrigues avec elle toute seule, et du coup ça effaçait totalement le personnage qui devenait un peu mielleux, un peu voilà, c'était un personnage hyper badass, on va arriver comme je disais avec sa cape, voilà son, je sais plus comment on appelle ça, son truc à son capuchon, machin avec ses rôdeurs et tout, puis son katana, on dit la meuf badass comme pas possible, et au fur et à mesure des saisons, elle devient un peu comme le dit d'ailleurs Negan, un peu plus faible, et jusqu'au moment où bah même les gens en avaient, je sais que beaucoup disaient en commentaire, on en a marre de Michonne, tant qu'elle parte, voilà, elle a qu'à mourir, on en a marre, elle sert peu à rien. Et là, on revient à la nature profonde du personnage, qui a cette espèce d'ambiguïté entre le côté hyper rangé, voilà, hyper, enfin,
très carré et tout, au niveau des... parce que bon, elle était quand même avocate, donc au niveau des lois et tout, il y a des lois, c'est carré, c'est comme si, c'est comme ça, hyper rangé. Au côté totalement anarchique de la nature, de l'extérieur, des rôdeurs, de l'apocalypse et tout. Et on se rend compte qu'en fait, elle aime les deux, c'est limite un équilibre d'aller à l'extérieur et d'aller taper du rôdeur, et d'à côté, d'aller faire des lois et d'aller surveiller le potager, de s'occuper de la petite Judith et tout, d'avoir une vie très clean et d'à côté une vie complètement what the fuck. Et je trouve ça intéressant de se rendre compte que pendant des mois et des mois, après que les Saviors étaient mis hors d'état de nuire, le fait que tout se passe bien, elle avait quand même besoin encore un peu d'action, encore de choses qui se passent dans sa vie. C'est assez malsain, et d'un côté, on peut que la comprendre parce que c'était un personnage qui a quand même beaucoup encaissé, qui a été longtemps seul, et justement, elle a été habituée pendant tout le temps où elle était seule à un certain mode de vie, à vraiment des conditions spécifiques, et quelque part, elle a développé, comme dit Negan, une sorte d'addiction à ça en fait. Et là, je voyais pas trop venir le truc, c'est qu'on essaye de trouver un point commun entre Michonne et Negan, et donc on s'en rend compte dès le début de l'épisode, avec le fait que Michonne va à un moment donné prendre une batte et aller taper un des rôdeurs, et quand à un moment donné va regarder la batte et se dire oh là là, en fait je ressemble à Negan, très clairement, voilà, ça lui fait forcément penser à Lucille. Elle se dit finalement quelque part je ressemble à Negan, ça lui fait peur. D'ailleurs, il y a un moment qui est intéressant, c'est le rôdeur qui est pendu, comme je dis dans la réaction, on dirait l'ex-compagnon de Michonne. Comme je disais, on a vraiment un épisode qui joue beaucoup sur la nostalgie, et bah oui, le moment où son compagnon est mort, en plus on parle, Negan parle justement de son fils qui est mort, donc on revient vraiment vers le passé, vers le tout début de l'apocalypse, ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, cet épisode de Michonne qui a besoin toutes les nuits de sortir, là, son petit épisode schizophrène, ça m'avait fait un peu penser à Sacha qui pendant un moment se sentait très très mal et donc sortait, puis allait dormir sur des rôdeurs et tout, elle avait mis un trou avec plein de rôdeurs et elle dormait dessus. Il y avait aussi Daryl qui avait énormément de mal à s'habituer au début quand il arrive à Alexandria, voilà, lui il aimait bien aller sur les routes et tout, et le fait d'avoir une vie vraiment stable, c'était très très compliqué pour lui. Et je me dis, au final, Michonne elle est un petit peu dans cette optique-là, mais longtemps après, c'est un après-coup vraiment très très long. Et en seulement quelques phrases échangées avec Negan va réussir à percevoir ce petit truc, ce petit point commun avec elle. Depuis que Rick est parti pour les travaux, Negan n'a plus grand monde à parler, ou du moins plus personne qui l'intéresse vraiment, parce que je suppose que bon, les autres gens de la communauté, il y en a clairement rien à faire. Donc il va faire une grève de la faim et va exiger donc de pouvoir parler avec Michonne. Il l'a remarqué, c'est très bien que Michonne est Alexandria, ça c'est sûr. Et quelque chose de titi, comment ça se fait que Michonne ne va jamais le voir, surtout que Rick n'est plus là. Et en plus Rick il lui a bien dit, je vais partir construire un pont pour faire ceci, cela et tout. Donc techniquement si Rick est pas là, il y a quand même Michonne qui doit venir voir ce qui se passe avec Negan. Donc la grève de la faim c'est quand même le meilleur moyen de faire venir. Donc en fait, même à travers les barreaux, il arrive quand même à faire un chantage. C'est-à-dire que même ça fait des mois et des mois qu'il est emprisonné, il est toujours aussi malin, il sait toujours comment s'y prendre avec les gens. Et Michonne va la prendre à ses dépens parce qu'il va quand même réussir à mettre le doigt là où ça fait mal. Il va réussir à faire en sorte que Michonne baisse sa garde parce qu'à un moment donné, il va réussir à jouer sur l'empathie en parlant des choses qui l'ont profondément blessé, c'est-à-dire la mort de sa femme. Alors d'ailleurs, plus ça va, plus on développe à chaque fois le passé de Negan, que ce soit dans la saison 8 ou dans la saison 9, ce qui me pousse à croire que plus ça va et moins on a de chance d'avoir un épisode sur la backstory de Negan, parce qu'au bout d'un moment il aura tellement raconté toute sa vie qu'on aura même plus d'épisode derrière, donc je suis un peu énervée, même si effectivement on parle de spin-off, mais bon, ça c'est que Jeffrey Dean Morgan qui en parle, il y a personne qui a confirmé, rien du tout, pour l'instant c'est pas en route. Le fait que Negan ait parlé de choses qui l'attristent lui-même a fait en sorte que Michonne baisse sa garde et qu'elle aussi partage ses expériences tristes, et c'est là qu'il va capter, notamment quand ils vont parler de Carl, ce qui est assez intéressant, c'est quand même qu'il va dire, mais bon ça on le savait déjà, il l'avait déjà dit par le passé, qu'il aurait aimé avoir un fils comme Carl. Carl c'était quelqu'un qui respectait énormément, et donc au moins, ils ont déjà ce premier point commun qui est Carl, quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Bon, évidemment, Negan n'a pas eu le temps de le connaître autant que ça, mais il avait déjà commencé à avoir une profonde affection pour cette personne. Et lorsque Michonne va parler de but en blanc de Carl, après va venir le sujet de son fils biologique, André, donc qui est mort pendant l'apocalypse. Et Michonne qui fait une réflexion qu'il faudra quand même noter, qui dit qu'elle bâtit un monde, même si ses fils, alors là on prend en compte le fait que Carl, pour elle, même si elle l'a pas mis au monde, c'était son fils, donc elle a eu André et Carl. Maintenant, elle a Judith, mais elle a aussi les enfants qui viendront. Et la façon dont elle lui dit ça, clairement, ça induit que dans tous les cas, quand il y aura le time jump, on verra
l'enfant de Rick et Michonne. Je vois pas comment ça peut être autrement. Negan va quand même réussir à misser le doute dans l'esprit de Michonne par rapport au fait qu'ils se ressemblent énormément, mais Michonne va réussir quand même à prendre du recul et à se dire que ce sont quand même s'ils ont quelque chose qui est assez proche, ils sont quand même très différents. On peut très bien avoir un point commun tout en ayant des motivations totalement différentes. Et en l'occurrence, comme elle disait, ce que faisait Negan de créer des conflits, de limite rigoler quand il tuait quelqu'un ou quelque chose comme ça, voilà, c'est pas du tout du genre de Michonne. Michonne qui, effectivement, comme elle dit, elle a pas peur de tuer des gens, elle a pas peur de faire ce qu'il faut pour sauver les gens qu'elle aime. Mais ça n'amuse en aucun cas. Elle a certes deux facettes, mais dans tous les cas, les deux facettes d'elle-même rejoignent un but précis qui est de sauver les gens qu'elle aime et de construire une civilisation pour le futur. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est le plan où elle est en train de lire les livres, ouais, des livres, je sais qu'il y avait les lois mondiales, enfin je sais plus quoi, un tas de livres sur de lois, etc. Et derrière, on a le katana en arrière-plan, vraiment pour montrer, voilà, ça c'est la facette qu'on voit de Michonne, la facette qu'elle utilise pour, c'est la facette qu'elle utilise pour les gens d'Alexandria et tout ça. Et derrière, il y a ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'action et qui a besoin de faire les choses et d'agir surtout. Et Michonne, techniquement, elle est devenue faible en fait en rencontrant Andrea. Andrea, c'est la première personne pour qui elle a eu à s'inquiéter, la première personne qu'elle a eu à protéger, parce qu'on se rappelle avec le gouverneur, elle était vachement inquiète, elle essayait de l'éloigner parce qu'elle savait que c'était une mauvaise personne pour elle. Finalement, elle n'a pas réussi à la sauver. Après, elle s'est attachée à Rick et à Carl, donc il a fallu protéger ces personnes, plus évidemment toutes les autres personnes avec qui elle a créé des liens d'amitié. Donc ce que veut dire Negan, c'est que quand on commence à s'attacher à des personnes, quand on doit protéger des personnes, techniquement, on est faible, quand on a peur surtout de perdre des gens. Et que le moment où Michonne a été la plus forte, c'est quand elle n'a eu personne à protéger, c'est là où elle ne risquait vraiment rien. Une fois que Negan aura eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire parler à Michonne et essayer de créer un petit lien avec elle, et ben maintenant il veut passer à l'étape supérieure, à savoir revoir sa Lucille. Et c'est là que dans la série, on se rend compte que Lucille est plus qu'une batte, parce que bon, dans le comics, ça, on le sait depuis très longtemps. Dans la série, ça restait un petit peu implicite, ça restait un petit peu discret. Et là, on sent que le besoin de voir Lucille, c'est pas juste le besoin de voir une batte avec un fil de barbelé, c'est sa femme en fait. C'est vraiment, il personnifie sa femme, tout simplement. Et qui dit perdre sa batte, dit perdre une nouvelle fois sa femme, d'où le fait qu'il se met à pleurer quand Michonne a dit, mais de toute façon, elle est dans la nature, on sait pas où elle est. Oui, en fait, elle est morte une fois, et en disparaissant sa batte, et sa femme est morte une deuxième fois. On le voit se blesser à la fin de l'épisode. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour aller voir le médecin, quelque chose comme ça, pour sortir de sa cellule possible, ou c'est peut-être juste tout simplement parce que il est complètement brisé par le désespoir. C'était la seule chose techniquement qu'il faisait encore tenir, c'est ce qui lui donnait de la force, hein, c'est un peu son Excalibur comme il est dans le comics. Donc forcément, si on le prive de Lucille, ça casse tout, mais en tout cas on voit que Michonne a quand même un grand plaisir de lui enlever cet espoir de revoir Lucille, tout comme lui a enlevé l'espoir à Maggie de revoir Glenn, etc., etc. On sent vraiment les derniers moments de Rick avec chacun des personnages, et on a un court moment avec Eugène, qui n'est pas sans rappeler évidemment les comics, parce que dans le comics, Rick et Eugène sont plutôt proches, hein, beaucoup plus proches qu'ils le sont dans la série, ça c'est clair. C'est assez touchant de voir que Eugène ne se sent pas assez utile, je pense qu'il essaie encore de se faire pardonner tout ce qu'il a fait, et qu'il espère pouvoir empêcher toute situation de déborder. Je pense qu'aussi, tout comme les autres, il a peur que la situation avec les Saviors s'envenime. Et comme lui dit Rick, il en a déjà fait beaucoup, et qu'il est vraiment nécessaire à la communauté, et qu'il devrait avoir plus confiance en lui, parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Donc il y a un peu ce côté, je vous remercie tous pour ce que vous avez fait. Il y avait ce côté-là avec Carol, il y a ce côté-là avec Eugène, il y a ce côté-là avec Daryl, avec Michonne, il lui a parlé du futur, ce genre de choses, donc avec les personnages principaux, même avec Negan, voilà, il lui a dit, voilà, le futur, tu le verras, ce sera comme ci, comme ça. Donc très clairement, il a techniquement dit au revoir un peu à tous les personnages d'une certaine façon, et j'ai trouvé à chaque fois tous les dialogues qu'il avait avec tous les personnages principaux super émouvants. Alors forcément, on a celui avec Daryl qui est le plus émouvant. Toutes les scènes de toute façon de cet épisode avec Daryl prennent vraiment aux tripes, parce que en fait ils sont tellement pris la tête depuis des épisodes et des saisons, des désaccords, etc., des trahisons, qu'au bout d'un moment, c'est pas qu'on oubliait, mais à la base ce sont des amis qui sont amis au point que ce sont des frères en fait, c'est-à-dire ils sont peut-être pas des frères de sang, mais dans le cœur ce sont des frères, et on avait tendance un peu à l'oublier parce que pour servir diverses intrigues, et ça desservait totalement le personnage de Daryl qui finissait par être totalement imbuvable. Et là on reparle justement, on remet au centre de l'intrigue, c'est justement ce duo qui est assez incroyable. Et le fait d'avoir des dernières scènes de combat tous les deux, c'est juste ça donne des frissons. En plus, on le sait depuis le début de la saison 9 que chaque scène va faire partie des dernières scènes de Rick dans la série. Donc forcément, chaque scène avec les personnages
on va regarder attentivement. Et ça va être intéressant parce que là, au moins, on a Daryl qui va expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il s'est détourné de Rick, parce que Rick va finalement maintenant s'en rendre compte. Beaucoup de gens avec qui il a fait beaucoup de chemin depuis la première saison se sont détournés de lui, entre guillemets, pas non plus qui vont le trahir ou qui vont lui vouloir de mal, mais qui ne le suivent plus, parce qu'à un moment donné, il a pris des décisions lui-même, et il a pris des décisions qui ne correspondaient pas aux attentes des autres, et notamment, il n'a pas forcément, et Daryl a quelque part un peu raison sur ça, c'est qu'il n'a pas vraiment plus que ça écouté, par exemple Maggie, alors effectivement, il savait très bien qu'elle n'allait pas accepter, mais il a fait les choses, voilà, c'est bon, c'est comme si, c'est comme ça, et sans essayer de discuter avec elle et d'expliquer les choses, c'était un peu trop tard, au bout d'un moment, fallait le faire déjà ça avant. Le problème, en fait, c'est aussi que Rick avait des œillères, parce que, étant donné que Carl était mort, que Carl lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'il tue Negan, qu'il voulait absolument qu'il y ait la paix, que Rick puisse trouver un équilibre entre toutes les communautés, Rick était obligé de faire en sorte de suivre le credo de Carl pour que sa mort ait un sens. Ce qui veut dire que si, dans la tête de Rick, s'il n'arrive pas à maintenir la paix entre les communautés et que tout le monde travaille ensemble, bah Carl serait mort pour rien, puisque même, en fait, c'est assez marrant, parce qu'en fait, c'est un peu ce que nous disaient les scénaristes, c'est-à-dire que Carl est mort pour que Negan puisse survivre, et puis qu'on puisse mettre en place justement ce système de communauté qui normalement devait vivre dans la paix. Et dans la série, c'est la même chose. Si Carl est mort et qu'au final tout ça se fait pas, Carl est mort pour rien. Donc là, ça pose quand même un gros problème, et c'est ce qui va toucher Rick, parce que en plus, on n'en avait pas entendu parler de Carl depuis longtemps, et voilà, on a vraiment un épisode entre Michonne qui en parle, qui dit je le vois partout, et aussi c'est aussi pour ça qu'elle met en place des lois et tout, c'est par rapport aussi à Carl. Carl lui a aussi montré la voie quelque part par rapport à ça, et c'est la même chose pour Rick. Donc du coup, il y a le côté de Daryl qui est en train de dire oui, mais laisse tomber, voilà, laisse-le partir, enfin voilà, laisse faire les choses. Ça veut dire en gros, il est mort pour rien, enfin dans la tête de Rick, c'est ça, ça veut dire Daryl il est en train de lui dire Carl il est mort, voilà, mais c'est pas pour ça que ton but il va vraiment servir à quelque chose, c'est pas pour ça que les choses ont fonctionné comme t'en as envie, et c'est pas pour ça que les gens ont envie eux que ça fonctionne comme ça. Et le truc c'est que la différence entre Maggie et Rick, parce que bon, tous les deux ont perdu quand même quelqu'un de très proche, c'est que Glenn n'a jamais eu le temps de dire à Maggie, parce que de toute façon il est mort dès que Negan s'est montré, il a jamais eu le temps de dire à Maggie ne tue pas Negan, essaye de faire la paix entre les communautés avec les Saviors, etc. Parce que si Glenn avait eu le temps de lui dire ça, les choses auraient été très différentes. Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir que quelqu'un d'autre ait ce discours, et il va falloir qu'elle entende d'une façon ou d'une autre, à voir comment ça va se passer. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on parle de Dwight, parce que Dwight, on n'entendait plus parler aussi, ça c'est comme Morgan. Alors voilà, ça c'est un truc qui me choque profondément, c'est que depuis le début de la saison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a quelque chose à faire que Morgan soit parti en fait? Je veux dire, il n'y a plus personne, je veux dire, vous êtes allé le voir plusieurs fois pour le convaincre de rester, et une fois qu'il est parti, il y a personne qui s'est dit, au fait, Morgan il est parti, pourquoi? Où est-ce que vous pensez qu'il est? Est-ce qu'il va revenir? Etc. D'ailleurs, il verra pas non plus Rick mourir ou partir, enfin il n'y aura pas d'adieu entre Morgan et Rick, ce qui me semble complètement impensable, surtout quand on nous fait tout un tas de références aux premières saisons et tout, au premier épisode, comment ça se fait que Morgan il vienne jamais dans les dialogues, qu'on le voit pas ou quoi que ce soit, je trouve ça complètement impensable. On parle quand même du premier personnage qu'a rencontré Rick après le début de l'Apocalypse, donc c'est quand même pas personne. Et pour en revenir à Dwight, effectivement, Daryl dit oui, bah Dwight, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a enfermé dans un placard, il m'a fait bouffer de la pâtée pour chien, bon voilà, je vais pas le tuer pour ça. Bon, il y a quand même Denise, très clairement, mais il y a quand même une différence, il y a quand même une échelle de cruauté entre ce qu'a fait Dwight et ce qu'a fait Negan, c'est ce que Daryl essaie de le faire comprendre, et il a peur. Et là, c'est complètement la divergence entre les deux personnages, c'est que pour Daryl, le fait de garder Negan en vie, ça donne les motivations à ce que les Saviors croient encore en lui, parce qu'il est encore en vie, et en plus, donc techniquement, il y a encore possibilité de le libérer. Et pour Rick, bah, c'est le contraire, ça veut dire que on leur montre aux Saviors qu'on n'est pas des barbares, qu'on rétablit la civilisation telle qu'elle était avant, c'est-à-dire, bah, voilà, il y a un jugement, on emprisonne quelqu'un, on fait les choses de façon correcte, avec des règles, on établit des règles pour un nouveau monde, et on ne tue pas les gens parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça ne marche pas, c'est pas la justice. Néanmoins, qui a mis le bazar là-dedans, c'est Oceanside, et en fait, on se dit que tout ce qui se passe, c'est des conséquences, du coup, indirectement venues de Maggie, c'est-à-dire que là, elle a mis un bazar monstre juste en pendant Gregory. Si Maggie n'avait pas pendu Gregory, Oceanside n'aurait pas eu le déclic pour tuer les Saviors, donc tout ça serait pas arrivé, donc on n'aurait pas la rébellion de Jed. Alors les Saviors, on les croit partis finalement, alors que tout le monde galère à trouver qui a tué les Saviors, tout d'un coup, bah, Jed et les autres ils ont trouvé que c'était Oceanside qui avait tué tout le monde. Oh bah finalement on a réfléchi, on a engagé sur la com, on a trouvé que c'était Oceanside.
j'aurais bien aimé juste savoir comment vous en êtes venu à la conclusion, ça aurait été intéressant, ça demandait 2 lignes de dialogue, hein, pas plus que ça. Donc évidemment, Carol a envoyé Alden, le mec qui se fait prendre des pains par Jed et les autres quand ils essayent de calmer le jeu. Donc Alden niveau autorité peanuts, rien du tout. Donc le mec c'est lui qui va aller surveiller le sanctuaire. Tout seul en plus, même pas vous mettez plusieurs mecs, je sais pas, vous mettez Jerry, je sais pas, vous mettez du monde quoi, un petit peu des gens qui savent un petit peu voilà, se faire respecter. Non, vous mettez Alden qui, au bout de 2 pas, va se faire voler son flingue, donc voilà, ça arrive avec des machettes, des flingues, nanana. Donc c'est le bazar. Est-ce que on assiste à un début de guerre civile? Probablement, parce qu'on se dit qu'il y a quand même encore, on a encore quand même 4 épisodes de ce début de saison 9 avant le mid-season. On a l'impression que les chuchoteurs, ça va pas être pour l'instant. Je me dis, bon là, on les aurait vus, parce que effectivement, il y a des gens qui m'ont trollé en me disant qu'ils arrivaient déjà le début de partie de saison et tout. Au final, j'ai cru. Au final, ça a pas l'air d'être du tout le cas. Je sais pas, je pense que ce sera après, à partir peut-être de l'épisode 6 ou 7, je pense, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vu qu'il y aura certainement un time jump, ce sera pas là l'épisode prochain, ça j'en doute très fortement. Mais on se retrouve quand même avec 3 choses sur le feu. On a une potentielle guerre civile, on a la potentielle mort de Rick et on a la potentielle mort de Negan, ce qui fait quand même 3 intrigues assez corsées. Puis on a Anne aussi, mais bon, Anne c'est une semi-intrigue à voir si vraiment cette intrigue est imbriquée dans une autre beaucoup plus principale, à savoir celle de Rick. On verra ça évidemment, je pense, à l'épisode prochain. Il arrive donc ce moment fatidique où les tirs ont provoqué l'arrivée des rôdeurs. En plus, on a Eugène qui nous dit quelque temps avant, oui, mais si les 2 hordes de rôdeurs se fusionnent ensemble, autant dire qu'on est clairement dans la merde. Donc guerre civile, rôdeurs qui arrivent et tout, c'est quand même un sacré bazar. Et on a Rick donc qui va essayer de faire un peu les héros, et dans ce genre de truc là, quand un personnage vraiment important va aller limite se sacrifier, quelque chose comme ça, sur le moment on se dit que c'est vraiment techniquement quelque chose d'hyper stupide, qui aurait mieux fait de suivre tout le monde comme à chaque fois on le conseille. Pour une fois elle aurait peut-être dû écouter les gens, peut-être pour une fois en tout cas. Daryl qui va quand même le laisser faire, mais qui à ce moment-là on le sent beaucoup plus inquiet que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont passés par une multitude de situations dangereuses et compliquées, et là non seulement nous on sait que de toute façon il va arriver quelque chose à Rick, peu importe s'il part ou quoi que ce soit, ou quelque chose qui va lui donner le déclic de partir, ou qui va être blessé, ou qui va mourir ou quoi que ce soit, mais non seulement Daryl lui-même, il a limite les larmes aux yeux et tout, parce qu'effectivement il y a ce moment un petit peu d'émulsion et tout, où tous les deux sont pris par l'émotion, et ils se retrouvent, voilà, c'est à nouveau les 2 frères, après des multitudes d'épisodes où ils se sont retrouvés l'un contre l'autre, ils vont finalement se retrouver, 2 comme 2 frères, et là donc, ils vont à nouveau se retrouver séparés, parce que là il va y avoir encore une situation qui va être complexe, et qu'il peut arriver quelque chose à l'un des 2, et là Daryl est vraiment inquiet, comme s'il avait un pressentiment, quelque chose qui va, que ça va être les derniers moments, ces derniers dialogues avec Rick, et donc là ça prend au trip, on se dit c'est vraiment la fin en fait, c'est vraiment à ce moment-là en fait où je me suis dit c'est fini. Et plus que se dire c'est les derniers moments de Rick, c'est vraiment pour moi les dernières scènes d'Andrew Lincoln dans The Walking Dead, et c'est ça qui est encore pire en fait, c'est pas du tout la même chose. Et donc là on a Rick qui part avec son cheval, donc forcément on sait qu'il va se passer quelque chose. Alors le fait qu'il tombe comme ça avec le cheval, forcément ça nous rappelle le premier épisode de la série. Maintenant, est-ce que s'il meurt comme ça, empalé par un espèce de truc ferraille, de truc de béton là, je sais pas comment on appelle ça, de tige de ferraille, que c'est une bonne mort? Bah, j'ai envie de vous dire non, parce que de toute façon on sait qu'il meurt pas comme ça, parce que de toute façon on voit dans le trailer d'après, on l'a vu dans le trailer de la saison 9, qu'il allait réussir à arriver jusqu'au pont. Donc ça, là tout de suite il est pas mort, mais on nous laisse avec un cliffhanger de malade, voilà, avec une vue comme ça en hauteur, un peu comme, voilà, aussi comme à la fin du premier épisode quand il est dans le tank, voilà, on a tous les rôdeurs qui sont autour, là ça monte, et là c'est pareil, hein, tous les rôdeurs là qui par contre qui arrivent vers lui, et là on a la caméra qui monte, un plan aérien, donc c'est assez flippant avec une musique qui est juste incroyable. Les musiques de cet épisode sont juste géniales. Je sais pas s'il y a vraiment une incidence par rapport au fait qu'Angela Kang soit showrunneuse par rapport aux musiques, mais les musiques sont vraiment beaucoup mieux. Donc on nous laisse avec ce plan de Rick, qu'on sait qu'Andrew Lincoln va partir, donc on a Rick qui dans cette situation est totalement inconscient face au rôdeur, et on se dit mais comment il va s'en sortir en fait? Techniquement, comment il sort de là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un va l'aider? On sait pas du tout. Et clairement, s'il meurt comme ça, c'est pire mort, voilà, après quart, on est sur une des pires morts qui existe dans la série. Après voilà, s'il meurt de ses blessures et qu'il a demandé de dire au revoir au personnage, c'est encore autre chose, mais je trouve... De toute façon, on avait quoi comme option? Soit il se faisait tuer, blessé mortellement par quelqu'un, soit les rôdeurs. Parce qu'au final, le fait que personne ne soit responsable directement de sa mort, c'est peut-être pas mieux un petit peu? Parce qu'au final, si vraiment il meurt de ça, effectivement il meurt
pas directement de quelqu'un, mais indirectement d'une chaîne d'événements qui a eu lieu. Le fait qu'il ait empêché Maggie de faire en sorte que Negan soit tué, donc ça a fait que Maggie a pendu Gregory. Le fait que Maggie ait pendu Gregory, ça a fait en sorte qu'Oceanside tue les Saviors, que les Saviors sachent que Oceanside a tué les leurs, ça fait en sorte qu'ils se rebellent, et donc ce qui a mené techniquement à la mort de Rick si jamais il meurt. C'est-à-dire que en fait une seule décision peut avoir des conséquences qui sont quand même énormes au final, et là c'est quand même quelque chose. Maintenant en termes de mort, il y aurait pu avoir quand même d'autres choix. Après voilà, est-ce qu'il est mort ou pas? J'ai envie de dire que oui, mais on y reviendra plus en profondeur dans une autre vidéo, parce que là de toute façon la vidéo dure beaucoup trop longtemps et j'ai encore pas mal de choses à dire, donc j'ai une autre vidéo de prévue donc cette semaine par rapport à ça, et là on va pouvoir décortiquer quand même pas mal de choses intéressantes. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!